Je vais commencer par une question un petit peu déroutante. Chaque année, 400 000 étrangers arrivent légalement dans notre pays. L'année dernière, ils étaient même 500 000. Je crois que c'est un record. Je parle de l'immigration légale, pas d'immigration illégale qui s'ajoute en plus. Dans le même temps, tous les sondages montrent que les Français souhaitent massivement que le phénomène s'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces vagues migratoires auxquelles on assiste depuis 20 ans, est-ce que ça vous semble possible que ce phénomène s'arrête? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que si, par pure hypothèse intellectuelle hardie, supposons qu'un référendum, qui puisse être en harmonie avec la Constitution, autorise la France à pouvoir se protéger, protéger ses frontières, notamment en renonçant au regroupement familial. Encore faudrait-il que le gouvernement des juges, à l'intérieur et à l'extérieur, puisse justement appliquer cela. Or, je pense que dans l'état actuel de la société française, et surtout de l'état profond, pour reprendre une formule, si j'ose dire américaine, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une partie déjà de la société française immigrationniste, dans ses pseudo-élites, judiciaires et médiatiques, qui s'y opposeraient. Et d'autre part, vous avez l'emprise de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme maintiendrait de toute manière que le regroupement familial doit s'appliquer, que c'est un droit de l'homme ou un droit des hommes. Donc, il faudrait également s'affranchir d'une Cour européenne, d'ailleurs, en passant, qui est déjà largement dans la main, pardon de le dire, des juges Soros. Vous avez les travaux de Gregor Pupink, sur lesquels je vous renvoie, qui montrent que des juges qui viennent des ONG de George Soros, qui est un internationaliste, l'Open Society, ça dit ce que ça dit, qui n'ont pas hésité à intervenir dans des affaires où des ONG de M. Soros, dans lesquelles ces ONG étaient appliquées. Donc, tant qu'il y aura une Cour européenne des droits de l'homme qui pourra empêcher la France d'être un État-nation souverain, on ne pourra pas s'en sortir. Or, je ne sais pas l'heure qu'il est. Je ne sais pas s'il est midi moins 5 ou midi 5, compte tenu justement des vagues migratoires qui ont déjà pénétré. Cette directive de la Cour européenne des droits de l'homme qui exige qu'on protège quelqu'un qui serait persécuté et qu'on ait l'obligation de le protéger et de l'accueillir, elle provient d'une époque où il y avait le communisme. Finalement, elle a été édictée pour protéger des gens qui fuyaient le communisme. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, il y a un dévoiement de l'intention initiale et reprendre cette loi au niveau européen, ça vous semble impossible à faire? Dans l'état, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme, dans ses fondements et compte tenu des juges qui la composent, a effectivement dévoyé la notion de droit d'asile telle que vous la décrivez, telle qu'elle existait. C'était quoi le droit d'asile? C'était un refusnik qui justement se réfugiait en raison justement des idées qu'il avait professées en Russie et qui demandait justement à pouvoir être en France, par exemple, parce que sinon, il serait arrêté. Et il était d'ailleurs astreint pour le même prix à une obligation de réserve, ce qui n'est plus le cas. Donc, effectivement, aujourd'hui, le droit d'asile est une sorte de droit d'asile largement économique. Mmh. Donc on est très loin de cela.
Alors, il y a quand même une réalité, je donnais ces chiffres tout à l'heure, mais on explique souvent que la France, dans le même temps, manquerait de main-d'œuvre. Vous allez voir que nous arrivons vers l'été, on va nous dire qu'il faut accueillir davantage d'étrangers, notamment pour faire les boulots que les Français ne veulent pas faire, qu'il va falloir du personnel saisonnier, qu'on va faire venir de Tunisie. Tous les ans, ça devient presque un marronnier. Il y a quand même quelque chose de paradoxal à ce qu'en France, on ait un taux de chômage exorbitant dans nos banlieues et qu'on n'arrive pas à faire travailler nos Français ou ceux qu'on a voulu intégrer. Là, alors, c'est une autre notion, si vous voulez. Il y a tellement de choses à changer. Oui. Donc là, vous m'entraînez dans le domaine économique. Aujourd'hui, la société française ne récompense pas le travail. Elle récompense d'une certaine manière l'absence de travail. Les droits sociaux ne récompensent pas les populations laborieuses. Elle récompense des gens qui disent, sans doute avec raison, dès l'instant où vous ne travaillez pas, et que vous ne cherchez pas à travailler, que vous n'êtes pas obligé de travailler, que vous manquez de ressources. Donc, bien évidemment, c'est vrai, dans l'état actuel de la société française, et qui est pourtant loin d'être à plaindre, hein, vous avez un article Guardian. Le Guardian, c'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire, ma cup of tea. C'est un journal très à gauche qui explique, effectivement, qui d'une certaine manière confirme ce que dit Sylvain Tesson. La France est un paradis dans lequel les Français sont persuadés de vivre en enfer. La France est un pays, effectivement, où les gens, c'est terrible à dire, parce que c'est affreux, devraient se considérer comme heureux, ne serait-ce qu'à se comparer aux autres. Mais c'est vrai que dans l'état actuel de la société française, qui récompense les assistés, c'est vrai qu'on fait faire venir des gens plutôt corvéables à merci et d'une certaine manière aussi compréhensible. Mais pardon de vous le dire, hein, celui qui vous parle subordonne la souveraineté française, la sécurité des Français, leur identité nationale, qui n'est pas un gros mot, l'identité nationale, à même leur prospérité. Je préférerais une France qui soit peut-être un peu moins riche, mais qui effectivement vive plus heureuse, plus épanouie sur le plan de la sécurité et de l'identité. Alors, c'est là où je veux vous dire des choses qui sont pour moi au cœur de mes convictions. Pendant des années, les choses se sont libérées sous le coup de boutoir des réalités, notamment justement de l'islamisme, de la sécurité et des problèmes que nous rencontrons tous les jours en réalité. Mais si vous voulez, pendant des années, on n'a pas eu le droit de parler de souveraineté nationale et d'identité nationale. C'était pratiquement c'était assimilable au racisme, voire même au fascisme. Mais il faut bien comprendre pourquoi. La seule vision possible pour comprendre le phénomène qui nous accable et qui peut-être même nous a tués, c'est la détestation de l'État-nation occidental. Je dis bien occidental. Et quand je dis occidental, c'est pour ne pas dire le racisme anti-blanc. Sans comprendre la puissance phénoménale du racisme anti-blanc, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé. Ce racisme anti-blanc, moi je l'ai expliqué dans mes réflexions sur la question blanche. C'est pour moi le cœur du problème. Et d'ailleurs, le colonialisme et l'esclavagisme ont été revisités, en tous les cas certainement le colonialisme, à l'aune de ce que je viens de vous dire. C'est le choc de la Shoah.
dans l'inconscient du blanc post-chrétien, le fait de partager la même couleur de peau que l'antéchrist des temps modernes qui s'appelle Adolf Hitler a créé dans l'inconscient blanc une honte indicible. Une haine de soi. Alors une haine de soi, moi je conteste un peu la haine de soi au sens littéral du terme parce que le blanc honteux, a surtout honte pour l'autre. Il a honte de son père, il a honte de son grand-père soi-disant pétainiste. C'est quoi un beauf? Quand vous réfléchissez à la notion de beauf, Définition Cabu. Définition Cabu, mais le beauf, oui. Oui. Parce qu'on a en vérité, après mai 68, on a dépeint le français, franchouillard, comme le beauf. Le beauf, quand on y réfléchit bien dans l'inconscient, c'est le beau-frère. C'est le frère de votre femme. C'est pas le même sang que vous. Oui. Le français, le nouveau français, si j'ose dire, qui ne se sent plus français, ne considère pas que dans ses veines coule le sang du beauf pétainiste. C'est toujours l'autre, haïssable. Donc c'est pour ça que je réfute, dans l'inconscient que j'interroge, la notion de haine de soi. C'est plutôt la haine des autres. D'accord. Mais ça reste une réflexion entre blancs, en fait. Mais le racisme, caucasien, on va dire. Le racisme anti-blanc a d'abord été l'œuvre des Blancs honteux. Ils ont fini par persuader, effectivement, les non-blancs du privilège blanc, du salaud blanc, du raciste blanc. Mais au départ, c'est quoi CRSSS? C'est quoi CRSSS? C'est effectivement le fait de l'analogie complète entre le policier français et le gestapiste. C'est le blanc qui a créé le racisme anti-blanc. Et le wokisme, c'est le dernier. Le wokisme, qui n'est que l'héritier du 68ard, c'est le dernier avatar de destruction de l'Occident. Il faut bien le comprendre. Et c'est donc dans ce cadre de détestation que s'est inséré le fait de ne pas pouvoir, ce que j'appelle la dilection pour l'altérité, la préférence pour l'autre. L'autre est meilleur que vous. Au nom de quoi vous l'empêcheriez de rentrer ce qui ne mérite même plus d'être à vous? Pardon de l'expliquer comme ça, dans le tréfonds des consciences, mais c'est ce qui a d'une certaine manière émasculé, si j'ose dire, toute possibilité de dire non à l'autre et de lui dire « je n'ai rien contre toi, mais tu as ton chez-toi et j'ai mon chez-moi ». D'ailleurs, ce privilège de l'État-nation, vouloir effectivement penser qu'un État-nation occidental doit se défendre, est répudié par justement les Blancs honteux dont je vous parle, mais il ne voit aucun inconvénient à ce qui est, par exemple, un État-nation de Palestine. Pour les autres, la notion d'État-nation, la notion même ethnique, Monsieur Plenel a été très content de relayer, il n'y a pas longtemps, un article du Monde qui expliquait que les Comoriens étaient chez eux à Mayotte. Je l'ai vu. Ouais. Au nom de quoi les Comoriens sont chez eux à Mayotte? C'est parce qu'il y a le même sang, c'est parce qu'ils sont du même peuple. Ah là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce que, par exemple, on dise que les Blancs brésiliens ne rentrent pas dans les villages amazoniens parce qu'ils leur apportent leur maladie. Là, il n'y a pas de racisme possible. Encore une fois, c'est le blanc occidental qui n'a pas le droit de dire « je suis chez moi, ici ». Alors, le premier à avoir dénoncé l'immigration de masse a été Jean-Marie Le Pen. Il en a fait ensuite son gagne-pain. Est-ce que vous estimez qu'il avait raison, avant tout le monde? Alors, je lui en veux beaucoup.
Je lui en veux beaucoup. Parce que bien sûr qu'il avait raison. Bien sûr qu'il a été le premier à comprendre les dangers de l'immigration. Mais, si j'ose dire, il a vulgarisé, mais au sens littéral du terme, son propos. Et donc, d'une certaine manière, il a gâché l'essentiel par ses points de détail, si j'ose dire. S'il n'avait pas eu ces mauvaises fréquentations, s'il n'avait pas sacrifié son discours général par rapport justement à ses bons mots, eh bien peut-être que... Mais ça, en vérité, ça ne l'intéressait pas, Le Pen. Le Pen père n'était pas... Il préférait un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Il n'était pas intéressé par le pouvoir. Donc d'une certaine manière, il a eu la clairvoyance, mais il a été aveuglé par ses préjugés, par... Il y a beaucoup de choses. Très sincèrement, le livre de Péan et Cohen explique que je l'ai rencontré. J'ai rencontré Le Pen. Moi, je refuse, j'ai un principe. Je ne refuse pas de rendez-vous à quelqu'un qui me le demande dès l'instant où je sais il va pas me tuer. Et parce qu'il avait vu mes articles dans le Quotidien de Paris, il avait vu que j'étais accessible effectivement aux problèmes de l'immigration, et je lui dis, et quand je lui dis ça, vous allez comprendre, je ne prêche pas, si j'ose dire, pour ma chapelle, en tant que juif. Je lui dis, monsieur le Président, vous avez eu des mots, enfin, on vous reproche, à tort ou à raison, un antisémitisme. Je vous ai vu, l'histoire est vieille, vous ne voulez pas revenir dessus parce que vous ne vous estimez pas, sur le problème de la Shoah, parce que vous ne vous estimez pas comptable des 6 millions de morts. Je vous comprends, vous n'en êtes pas responsable. Mais je vous ai vu il n'y a pas longtemps, dans une émission de François-Henri de Virieux, vous mettre au garde, vous lever, faire 1 minute de silence au nom des millions de morts du communisme. Je ne vous sache pas comptable des morts du communisme. Pourquoi vous ne faites pas la même chose en ce qui concerne les morts de la Shoah? Alors il me dit, on dira ce qu'on voudra, mais on ne pourra plus faire de procès d'intention. Et je lui dis, après tout, j'essaye de l'émouvoir, et je lui dis, après tout, les enfants qui sont morts, ce sont aussi les vôtres. Je dois vous avouer que son œil valide ne verse pas de larmes. Mais il me dit quand même, je vais réfléchir. Il a tellement bien réfléchi que quelques mois après, c'était le point de détail. Il a, si vous voulez, gâché sa vision, effectivement, des dangers de l'immigration par des choses qui étaient pour moi, qui sont incompréhensibles, la raison pourquoi je lui en veux. Et je lui en veux pas en tant que juif, ou moins en tant que juif, qu'en tant qu'homme de droite, en tous les cas, adversaire de l'immigration invasive. D'accord. Mais donc, aujourd'hui, vous arrivez à des conclusions qui sont quand même à peu près similaires aux siennes. Mais je suis arrivé, je n'avais pas besoin d'arriver. Bien sûr. Mais j'ai toujours considéré... Je n'ai pas, visionnaire, je n'ai pas attendu M. Le Pen pour savoir qu'une immigration excessive était le pire danger pour l'immigration elle-même et empêcherait l'intégration, et pour savoir qu'une immigration illégale, donc encore plus invasive que, si j'ose dire, la légale, avec le regroupement familial, était une invasion au sens classique du terme, dans un cadre qui n'a jamais existé dans l'histoire des hommes. C'est la première fois, et encore une fois, ne perdez pas mon prisme du racisme anti-blanc. C'est la première fois dans l'histoire humaine où vous avez des envahisseurs qui sont considérés comme des victimes et des envahis qui sont considérés comme des salauds. Oui, c'est quand même paradoxal. Oui. Aujourd'hui, simplement, donc, vous dressez un constat qui est quand même presque... vous disiez, je ne sais pas s'il est midi moins 5 ou midi 5 ou 1h05. Oui. Si c'est trop tard ou pas trop tard, vous pensez que c'est trop tard? Je ne sais pas, cher ami. Vous pouvez l'imaginer, ça? Oui, malheureusement. Vous pensez que si un gouvernement français, par exemple, continuons avec Le Pen, il y a des chances que sa fille accède au pouvoir aux prochaines élections. Pensez-vous qu'elle pourra redresser la barre ou pas?
j'en accepte l'augure, mais je n'en suis pas sûr, pour les raisons techniques, si j'ose dire, juridiques, que je viens de vous décrire, pour les raisons qui font que la population française a déjà profondément été modifiée et qu'une partie de la population d'origine, elle-même, d'une certaine manière, s'est défrancisée d'une certaine manière. Il y a quand même, je ne veux pas employer l'expression de cinquième colonne, qui ne serait pas de circonstance, mais elle-même a perdu d'une certaine manière l'envie d'être française, vit le phénomène de honte, sans le savoir, sans en connaître l'explication, tel que je viens de vous le décrire. Donc, pardon, ce n'est pas une posture que j'ai d'être pessimiste, mais je vous avoue, effectivement, j'ai un problème d'horaire, oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation aujourd'hui, avec cette immigration de masse, avec ce flot de population venant de beaucoup d'endroits différents, de céder aux sirènes du communautarisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire de remettre en cause, on le voit avec l'école, la question justement de l'entrée de la religion à l'école, et en particulier de l'islam, de faire en sorte qu'on vive dans un monde qui soit de plus en plus communautaire, oui, avec un modèle d'assimilation française qui est, lui, en panne. Oui, mais bien sûr, c'est bien sûr qu'on va tout droit vers cela. D'abord, vous avez des gens qui ont le droit de le professer. Oui. Moi, je suis, vous savez, si les Français souhaitent que ce soit ainsi, eh bien, ça sera malheureusement ainsi. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu une invasion sans combat, de toute manière, sans résistance véritable. Mais, et de la faute d'ailleurs largement des Français eux-mêmes. Bien. Mais moi, je vois les effets du communautarisme. Les pays scandinaves ont fait le choix du communautarisme. Ils en sont bien revenus. Il faut comprendre que au-delà de cette abstraction, vous avez une population, encore une fois, d'un côté largement honteuse, et une population qui arrive, notamment d'origine musulmane, qui, elle, regarde d'une certaine manière la société occidentale comme une société décadente, qui se déteste, et l'analyse n'est pas quand même totalement erronée. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, mettez-vous à la place d'un musulman qui regarde la France woke. Il a le droit de considérer qu'il préfère élever sa famille autrement. Le problème aussi, c'est qu'une partie de la population musulmane, elle est islamiste. Donc, ça n'est pas uniquement un désir compréhensible de culture plus saine que le wokisme, c'est aussi un désir de conquête. Au niveau européen, on a évoqué justement ces lois qui finalement bloquent toute réforme possible, en tout cas juridique. Il y a quand même des pays en Europe, je pense au Danemark et à la Hongrie, oui, qui ont décidé, ou la Pologne, oui, également, qui sont dans l'Union européenne, qui ont, oui, décidé, eux, d'avoir une politique migratoire, oui, particulière. Oui. Le Danemark, d'ailleurs, l'ayant décidé avec une majorité social-démocrate. Oui. C'est même pas l'extrême droite. Oui. Donc on peut reprendre en main notre destin. Ça peut arriver en France. Non, mais si vous voulez que je vous dépeigne... Mais j'ai commencé par cela, d'ailleurs. Nous avons gagné la bataille des idées. La bataille des idées, elle est gagnée. Regardez les sondages. Bien au-delà de la droite, on tourne autour de 70%. 70% des Français considèrent que l'immigration a été massive, a été une erreur. Mais je vous signale à tout hasard, je reviens sur quelque chose, mais pour qu'on comprenne bien la folie post-68arde. Le journal Le Monde, on doit être en 1955, d'accord ? Le journal Le Monde, en 1955, était un journal de centre-gauche qui était favorable à l'Algérie algérienne déjà, qui militait tranquillement pour l'Algérie algérienne. Eh bien, vous avez un article du rédacteur en chef de l'époque qui dit que lorsque l'Algérie
aura accédé à l'indépendance, il faudra que les Algériens de France retournent dans leur pays. Et je vous assure qu'à l'époque, il n'y en avait pas des masses des Algériens en France. Mais ce que je veux dire, à l'époque, avant ce que j'ai appelé l'antinazisme devenu fou, le choc de la Shoah, tout ce que je vous décris de phénomènes honteux, nous n'étions pas sous l'empire, justement, de cette folie. Donc, il était tout à fait légitime, ça n'avait rien de raciste, loin s'en faut, de considérer que dès l'instant où l'Algérie était indépendante, les Français seraient en France et les Algériens seraient en Algérie. C'était un réflexe, si j'ose dire, de défense humain et normal. Il faut comprendre que notre société est devenue folle de sa honte. Mais ce sera ma dernière question. Merci beaucoup, Gilles William. Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding. الفرنسيين ما يعطونا خير. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding. Pour toi, il n'en est plus question. Ding, ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.